Quoi, Sylvestre? Oui, Sophie-Claude. Alors, cette semaine, j'ai le plaisir d'animer l'émission en compagnie de Sylvestre Déterre et nous de Pessamit. Encore une fois. Quoi, bonjour. Donc, en deuxième partie de l'émission, on va recevoir Dan l'Initié, un rappeur Huron-Wendat qui va nous parler de son troisième tome, son nouvel album. Mais en toute première partie, nous avons Maître Joël Perron-Thibodeau de Dion Schultz. On va parler d'une importante décision, l'importation de tabac à Kahnawake. Exactement. Quoi, Madame Perron? Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, et vous? Avant qu'on parle de la décision en tant que telle, on va quand même prendre le temps de te présenter. C'est une habitude qu'on prend par chez nous. Donc, vous êtes de quelle communauté et vous faites quoi dans la vie exactement? Bien sûr. Donc, je suis membre de la communauté de Gonizadage. Donc, je suis Gonyagehaga, Mohawk, et je suis avocate qui pratique principalement auprès des peuples autochtones, comme vous l'avez bien dit, pour le cabinet Dion Schultz. Je travaille à Dion Schultz comme avocate depuis 2021, mais je travaille en fait au cabinet depuis 2020 puisque j'étais étudiante et étudiante stagiaire en fait avant d'être avocate à Dion Schultz. Et en même temps, je suis aussi coach pour l'Université d'Ottawa pour le concours Kawaskimon, un concours pan-canadien qui réunit plusieurs universités autour d'enjeux juridiques autochtones très intéressants. Puis, ce que j'ai pu un peu constater dans l'environnement du domaine du droit, il n'y a pas beaucoup de conseillers juridiques d'origine autochtone. Est-ce que je me trompe? Non, il n'y en a pas beaucoup. Mais on voit une émergence, on dirait, de personnes qui graduent en droit. D'ailleurs, je crois que l'année passée, 4 personnes ont gradué de l'Université McGill de la communauté de Kahnawake. Donc, c'est bien encourageant. Et bonjour Joël, ici Sophie-Claude Miller. Dans le fond, est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui peut être un frein? Parce qu'on s'entend que le droit, c'est quand même un cadre très légal. On sait qu'il faut faire quand même beaucoup d'études, beaucoup de mémorisation. Pourquoi est-ce que vous pensez que les Autochtones sont peut-être pas nécessairement attirés tant que ça vers les professions de droit? C'est une excellente question. Puis, je pense que la réponse peut prendre racine dans nos valeurs puis dans nos traditions qui sont souvent opposées ou parfois contradictoires à certains principes en droit canadien. Donc, quand j'étais étudiante à l'université, j'étais également mentor pour les étudiants autochtones au programme de droit civil. Et puis, je pouvais voir auprès de certains étudiants issus de d'autres communautés une certaine incompréhension quant à certains principes, notamment en termes de droit contractuel, donc les obligations qu'on a lorsqu'on signe un contrat. C'est pas nécessairement les mêmes dans certaines communautés, puis dans le droit canadien ou le droit québécois pour parler strictement du droit civil. Donc, ça peut avoir un certain poids, les valeurs, puis les manières dont on régularise nos systèmes traditionnels. Oui, parce qu'on s'entend que c'est quand même le droit et la cour en tant que tel, c'est quand même un cadre assez rigide, pardon. Moi, je regarde, ça me fait penser à ma communauté. Avant la signature de la paix des Braves, les CRI, on n'avait pas d'avocats CRI avec nous. Et avant la signature, le gouvernement s'est présenté avec leur avocat. Et nous, on a dit, oh, attendez, on va aller se procurer un autre avocat. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé Roméo Saganache comme avocat. Et après, on est revenu, puis on a dit, OK, on a formé notre avocat, il va parler avocat avec votre avocat, là, finalement. C'était comme vraiment par la force des choses. Je pense que Roméo devait être intéressé par des formations comme ça, mais vraiment, c'est la circonstance qui a fait qu'il a poursuivi là-dedans pour être vraiment nous représenter. Et toi, Joël, personnellement, qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers le droit? Au départ, en fait, dès ma jeune enfance, dès l'âge de 10 ans, le droit m'intéressait. Je disais en fait que je voulais être juge à l'âge de 10 ans. Mais j'ai compris que c'était impossible de tout de suite devenir juge, qu'il fallait devenir avocat avant. Donc, faire 10 ans de pratique pour ensuite pouvoir devenir juge. Mais le droit m'intéressait juste pour le côté peut-être psychologique derrière le droit. Et puis, en fait, naturellement, les enjeux autochtones ont toujours été proches de moi.
m'ont toujours intéressée. Donc, j'ai en fait décidé de joindre mes deux intérêts. Donc, mon intérêt pour la justice, puis mon intérêt pour aider en fait ma communauté ou les peuples autochtones pour en fait devenir avocate en droit autochtone. Maintenant, parlons un peu de ce qui... J'imagine aussi, il y a les traditions juridiques autochtones qui embarquent un peu dans ton intérêt là-dedans? Oui, les traditions juridiques autochtones sont extrêmement importantes, puis à mon avis, souvent oubliées dans le système canadien. Et je trouve justement que c'est un bon pont avec la décision White et Montour, parce qu'on vient de donner une certaine valeur supplémentaire aux traditions juridiques dans cette décision-là, ce qui est extrêmement intéressant, puis quand même un progrès, à mon avis, dans la jurisprudence. Mais concrètement, c'est quoi ça? Ça veut dire un système juridique traditionnel autochtone? En fait, chaque nation a son système propre avec lequel il régularise les relations entre les personnes. Et ces différents systèmes-là sont ancrés dans des différentes sources de droit. Donc, par exemple, chez plusieurs peuples autochtones, ça va être les récits de la création qui vont nous inspirer des principes juridiques de responsabilité, par exemple, envers les êtres. Un principe qu'on peut dire horizontal de respect mutuel. Puis ça, c'est qu'est-ce qui est à la base de nos modes de vie, de nos manières de voir le monde. Puis c'est quelque chose qui peut être extrêmement différent de comment, en fait, au Canada ou au Québec, le système colonial vient régulariser ces relations-là d'une manière qui peut être plus verticale d'un certain sens, avec plus d'imposition, disons. OK. Je sais qu'on parle beaucoup des juges et des avocats dans le système colonial, mais qu'en est-il au niveau des systèmes juridiques traditionnels autochtones? À qui on donne l'autorité de pouvoir, par exemple, résoudre des conflits ou ces choses-là? C'est une excellente question parce que les traditions, puis en fait, il faut aussi voir chaque nation comme étant distincte et ayant son propre système avec des autorités différentes selon leurs propres traditions et coutumes. Mais comme on a pu voir avec la loi sur les Indiens, il y a eu la formation des conseils de bande, qui est une autorité constituée dans les communautés souvent. Et en plus, on a des autorités traditionnelles qui sont davantage issues des traditions juridiques des communautés. Donc, ça peut devenir un peu politique à un certain point, à savoir qui devrait prendre les décisions. Mais d'une manière ou d'une autre, les deux existent actuellement. Puis, c'est à mon avis, à chaque communauté de décider comment il aimerait que les traditions soient gérées. Puis j'imagine qu'au niveau aussi des nations, c'est quand même des systèmes qui sont différents. Là. Si on compare, par exemple, à la nation Mohawk à celle de la nation Cri. Définitivement. Mm-hmm. Les récits sont différents. Les valeurs aussi à la base de ces récits-là sont différents. La terre sur laquelle on a grandi puis on a appris est différente. C'est tous des facteurs qui influencent notre manière de voir le monde et de se réguler. Mm-hmm, mm-hmm. Maintenant, avant qu'on tombe un peu dans la décision en tant que telle, c'est quand même une grosse décision qu'on a eue récemment dans la décision concernant les deux Mohawk, White et Montour. Mais avant qu'on y aille là, il n'y a pas eu d'autres précédents en ce qui concerne une décision de telle envergure lorsqu'on regarde la décision White et Montour là, du jugement Bourque. Là. Les conclusions sont très uniques. C'est un jugement très innovateur en termes de droits autochtones. C'est certain que ça concerne les droits ancestraux et issus de traités, des droits constitutionnels qui ont déjà été traités dans le passé. Mais c'est vraiment une décision innovatrice qui vient changer un peu l'état des choses au niveau du droit. Mm-hmm. Parce que on peut pas... parce que c'est une décision, on touche quand même la décision d'une Cour suprême. Là. On ne peut pas, du jour au lendemain, changer une décision que la Cour suprême a elle-même
confirmé ou pris dans son travail. Là. C'est difficile, mettons. Non. Ça, c'est un enjeu aussi. C'est que la Cour supérieure a, à un certain point, changé les critères pour prouver un droit ancestral. En fait, un droit constitutionnel des peuples autochtones. Et puis, il ne faut pas oublier en droit que les décisions de la Cour suprême, qui est la cour la plus haute du pays, sont en fait imposées, ou plutôt les cours inférieures sont liées par ces décisions-là. Mm-hmm. Donc, un tribunal inférieur à la Cour suprême ne pourrait pas tout simplement changer l'état du droit qui a été décidé par la Cour suprême. Des critères spécifiques doivent être répondus. Puis, en fait, il doit y avoir un contexte particulier qui change le contexte juridique. Et en ce sens, pour la décision de la Cour supérieure dans le dossier Montour et White, la juge Bourque a en fait décidé que l'adoption de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones changeait le contexte législatif et demandait une nouvelle interprétation de ce test, et aussi à la lumière des connaissances qui ont été issues depuis la création de ce test, en fait, qui date de 1996 de l'arrêt Van der Piet. Donc, il y a eu la Commission royale sur les peuples autochtones justement en 1996, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. La Commission Vérité et Réconciliation en 2015. L'enquête sur les femmes et filles autochtones assassinées et disparues. Donc, il y a eu beaucoup de rapports, beaucoup de connaissances qui ont été apportées à la société, en plus de la Déclaration des Nations unies, pour revoir ce test-là. Juste pour mettre l'audience en contexte, là, dans le fond, la décision là, qu'on parle de White et Montour, c'est Derek White et Hunter Montour, qui sont des membres de la nation Mohawk de Kahnawake. Ils avaient été reconnus coupables d'infractions criminelles liées à l'importation de tabac sans paiement des droits prévus sur la loi d'assises. Et donc, là, maintenant, cette décision-là leur donne raison. Donc, ils n'ont pas besoin de payer ces 10 paiements-là sur la loi d'assises. Et donc, ils ont droit à leur développement socio-économique libre en territoire Mohawk. C'est bien ça? Très bien résumé, oui. Ben, c'est sûr que là, je parle on discute avec 2 avocats, donc vous êtes bien au fait de ce jugement-là. Mais je voulais juste être certaine que notre audience comprenne bien de quoi il s'agissait. Est-ce que, parce que là, on parle de droit sur le tabac, mais est-ce que ça va avoir une incidence sur d'autres droits autres que les droits de vente, cette loi-là, Joëlle? Cette décision concerne précisément l'importation du tabac puis les droits de la loi sur l'assise, mais il y a un potentiel pour le futur, évidemment. Je ne pourrais pas m'avancer à brûle pour point sur quel changement serait possible en vertu de cette décision. Mais il y a définitivement un potentiel parce qu'il y a un droit, comme vous l'avez dit, un droit ancestral au développement économique qui a été retenu par la Cour. Et puis, ce droit-là engendre une obligation de la couronne de consulter et d'accommoder la nation autochtone, les Mohawks de Kahnawake, pour la création de lois qui encadrent l'importation du tabac. On parle précisément de cette décision-là. Donc, peut-être que le même cadre pourrait s'appliquer à d'autres situations en termes de développement économique. Alors, on va poursuivre en musique. Nous allons aller écouter The Hallucination avec The Road.
Alors, on écoutait de Hallucination avec leur chanson The Road, sur laquelle le groupe de power traditionnel de Black Bear ont participé. Nous sommes de retour avec Maître Joël Perron-Thibodeau de la firme Dion Schultz pour discuter de l'importation de tabac à Kahnawake, l'importante décision de la Cour supérieure en termes de droits autochtones, la décision White-Montour. Maître Perron, comme nous avons dit un peu plus tôt dans l'émission, c'est quand même une décision très, très importante. On aborde quand même, vous avez dit tantôt, deux points importants, soit celui du développement économique comme droit ancestral, puis la reconnaissance des traités. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à profondeur ce qu'est cette décision-là, puis en quoi est-ce que ça touche un peu, ça pourrait éventuellement aussi changer le décor dans le domaine du droit en ce qui concerne les droits des peuples autochtones? Oui, c'est une décision qui est très, très large, en fait, très longue, environ 400 pages, oui. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais pour résumer, comme vous dites, il y a deux volets principaux, selon moi, la reconnaissance d'un traité, en fait, la reconnaissance de l'applicabilité d'un traité datant du 17e siècle et la reconnaissance du droit ancestral au développement économique. Au niveau du traité, en fait, c'est la reconnaissance du Covenant Chain, ou on pourrait dire la chaîne d'alliance en français. La Cour reconnaît ce traité comme un méta-traité, donc un traité de nature plutôt générale qui vient régir les relations entre les Haudenosaunee, donc la Confédération iroquoise, puis la Couronne. C'est un traité qui est un symbole d'alliance entre les parties, qui a été créé lors d'une période de conflit entre les Britanniques et les Français. Donc, c'est également aussi un traité qui peut se voir militaire en même temps. Donc, on vient reconnaître ici quelque chose d'extrêmement important, c'est les relations. La base des relations qui unissent les Britanniques puis la Confédération iroquoise. Donc, c'est un méta-traité de paix et d'amitié, dans le fond, là. Oui, c'est ça. OK, parfait. Puis là-dedans, il y a quand même des procédures de résolution de conflits. Exactement. Okay. Donc, ici, la Cour vient dire que ce traité-là prévoit des processus de résolution de conflits et que, justement, il devrait y avoir une certaine consultation à ce niveau à l'effet de justement, la législation, puisque ce traité-là, en fait, c'est un traité qui met sur un pied d'égalité les Britanniques et la Confédération iroquoise. Donc ici, c'est vraiment pour avancer de l'avant d'égal à égal dans une relation respectueuse. Donc, c'est intéressant de voir ici la reconnaissance d'un tel traité qui date du 17e siècle et qu'on reconnaît son applicabilité qui est toujours importante aujourd'hui. Qui est toujours en vigueur, c'est ça? Moi, ce qui retient mon attention, c'est qu'on est finalement reconnu d'égal à égal, alors que la loi sur les Indiens nous considère comme les pupilles de l'État. Donc, on est des enfants, on est des enfants au terme de la loi. C'est toute une avancée, là. C'est vraiment... c'est le jour et la nuit, là. Complètement. Je suis d'accord que c'est vraiment un bel avancement. Puis dès le paragraphe 10, dès le début, la Cour reconnaît on a maintenu une relation de nation à nation basée sur une solide diplomatie puis des relations commerciales et économiques. Donc, est-ce qu'on a réellement maintenu une relation de nation à nation avec toutes les politiques coloniales qu'il y a eu dans le passé? C'est peut-être discutable, mais c'est reconnu aujourd'hui que les relations sont basées sur des traités qui sont valides, qui nous met en fait sur un pied d'égalité et de respect. Ce méta-traité-là oblige un peu la couronne à vouloir trouver des résolutions de conflits avec la nation qu'on parle ici, là. Oui, c'est ça. En fait, c'est au niveau de la régulation du tabac qui aurait dû être faite par le biais de consultation avec les Mohawks de Kahnawake. Puis, donc, mais pardon. Est-ce que parce qu'il y a quand même des revendications territoriales, tant chez vous à Ganastagi qu'à Kahnawake, mais quand je pense, mettons, à la situation de 1990 à Ganastagi,
d'avoir des traités comme ça, est-ce que vous pensez que ça peut faire que ça ne se reproduira plus ou ça n'a aucun rapport, puis c'est une situation qui pourrait se reproduire à nouveau, étant donné que les Kanien'kehá:ka de Kanehsatake, comme ce qu'on avait Hélène Gabriel il y a 2 émissions, puis justement, on parlait du fait que le territoire est encore... il y a encore du développement beaucoup aux alentours, puis les limites territoriales se font de plus en plus poussées. Donc, est-ce que ça... C'est une excellente question. Puis, c'est quand même... en fait, chaque situation doit être analysée en soi. En fait, chaque situation est unique. Et au niveau du développement d'entreprises ou de développement résidentiel sur les territoires traditionnels des peuples autochtones, c'est sûr qu'il y a beaucoup de conflits à ce niveau-là. Je ne sais pas si cette décision va avoir un impact. Je n'ai pas analysé la question à cet effet, mais définitivement, au niveau de la réglementation et la législation, le gouvernement va devoir sûrement être plus attentif aux peuples autochtones, puis en fait, à son obligation de consultation avant de réglementer. Pour terminer, il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on discute un peu de l'arrêt Vanderpeet qui a été comme carrément tassé par le jugement Bourque qui, elle, propose un nouveau test. Qu'est-ce que ce test-là, en quelques minutes, Maître Perron? Oui, c'est une question qui est extrêmement intéressante selon moi parce que le test de Vanderpeet de 1996, en fait, c'est de faire reconnaître un droit ancestral par une pratique, une tradition, une coutume qui est une partie intégrante de la culture distinctive du groupe autochtone. Et cette pratique-là doit remonter à une date antérieure au premier contact avec les Européens, en plus d'être continuée dans le temps. Donc, on gèle nos droits dans le passé, avant le premier contact, avant les peuples européens. Et puis, cette pratique doit avoir été continuée. Puis ça, c'est extrêmement problématique, non seulement parce que ça gèle nos droits, mais également parce que certaines pratiques n'ont pas pu être continuées en raison des politiques coloniales qui ont empêché les peuples autochtones de pratiquer leurs coutumes. Puis le nouveau test propose maintenant 3 étapes. Exactement, 3 étapes. Donc, en premier lieu, on doit identifier le droit collectif revendiqué. Donc, ici, la Cour a déterminé que c'est le droit des demandeurs de se développer économiquement, donc à une échelle assez large. Ensuite, la deuxième étape, c'est de prouver que ce droit-là qui est revendiqué, donc le développement économique, est protégé par les traditions juridiques de la nation. Donc, en résumé, ici, la Cour vient dire que c'est un droit qui est assez générique, le développement économique, qui serait présumé faire partie du système traditionnel d'une nation parce que c'est inhérent à la prospérité, la dignité, puis la survie d'une nation, le développement économique. Puis le troisième test, ce serait, j'imagine que cet exercice-là doit être continu, doit être protégé? Non, la troisième étape, c'est assez, procédural, si on peut dire. C'est de démontrer, en fait, que en fait, c'est pas procédural, mais c'est en fait de démontrer que la pratique, donc le développement économique, protège la coutume qui fait l'objet du litige ou la tradition qui fait l'objet du litige. Donc ici, on visait l'importation de tabac par M. White et M. Montour. Puis, cette action est perçue comme favorisant le développement économique des Mohawks de Kahnawake. Donc, la Cour détermine que les demandeurs ont effectivement été criminalisés dans l'exercice au droit au développement économique de la nation. Ah, mais c'est clair que c'est tout un soulagement pour eux parce que c'est un litige qui traînait depuis plusieurs années. On pourrait en parler encore des heures. C'est fascinant, c'est vraiment intéressant, puis ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir, je trouve. Encore une fois, un gros Niawa, Joël Perron-Thibodeau, maître Joël Perron-Thibodeau.
Bon succès dans votre carrière. On va continuer à vous suivre jusqu'à ce que vous soyez juge, certainement. Si un jour ça arrive. So, basta na siya mo din, Metero. Nyawen. Yawa. Vous écoutez Coué Bonjour avec Sophie-Claude Miller et Sylvestre Déterre. Eh oui, nous sommes de retour avec un artiste d'origine Wendat, Danny Pro, alias Dan l'Initié, qui est un rappeur conscient en quête d'évolution spirituelle et de vérité universelle, si je peux dire ainsi. Quoi, Dan l'Initié, comment vas-tu? Kwe awiti wendat indi. On a un peu de langue Wendat en plus. C'est un petit bonus, ça, c'est le fun. Ouais. Bonjour, Dan. Moi, j'ai écouté votre dernier album. Ouais. Il y a quand même plusieurs chansons. C'est 21 chansons. C'était une bonne écoute. Moi, j'aimerais savoir d'abord, d'entrée de jeu, pourquoi Dan l'Initié? Parce que votre nom, c'est Danny. Je n'ai pas besoin de divulguer votre nom de famille, mais pourquoi votre alias, c'est Dan l'Initié? Ben, j'ai été initié, je dirais, peut-être au secret de l'univers, au message que l'univers tente à nous dire puis à nous parler au fur et à mesure de nos expériences de vie. Puis je trouvais que ça s'y prêtait bien, étant donné les sujets que j'aborde à travers mes textes. Puis juste, c'est pas pour vous reprendre, mais l'album de 21 chansons, j'imagine, c'est porteur de message. Porteur de message date de 2015, en fait. Il y a eu 4 albums depuis. Ah, OK. Ben, désolé, c'est dans mes notes. Non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, mais si ça vous a interpellé, c'est parfait. Ça veut dire que j'ai fait mon travail en tant qu'artiste. Certainement. Puis, comme d'entrée de jeu aussi, mon collègue vous présentait comme étant un rappeur conscient en quête d'évolution spirituelle et de vérité universelle. C'est ce qui est dans votre biographie. Donc, pourquoi Exact. être en quête d'évolution spirituelle et de vérité universelle? Est-ce que vous pouvez développer un peu c'est quoi ces quêtes-là pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Ouais, ben j'ai compris que l'âme évoluait dans un plan astral. J'ai compris que l'âme se réincarne puis vit plusieurs vies. J'ai réalisé aussi que il y avait tu sais, qu'on a l'impression de déjà vu ou simplement d'avoir déjà vécu quelque chose ou d'avoir vécu à une autre époque. Je réalise aujourd'hui que chacune de nos vies ou chacune de nos expériences de vie nous amène vers l'accomplissement. Puis parfois, ben, ça prend une renaissance aussi pour revivre l'expérience à nouveau, comprendre des choses, puis s'accomplir finalement au niveau spirituel, astral, puis ce qui va faire en sorte aussi que tu vas finir par t'accomplir aussi au niveau personnel, professionnel, familial. Donc pour moi, c'est ça, c'était important d'aborder ces sujets-là parce que c'est des sujets plus ou moins tabous, je dirais, mais c'est le fun comme je dirais, de changer la donne puis d'amener un vent de fraîcheur avec des nouveaux textes puis des nouveaux sujets. Y a-t-il un lien qu'on pourrait faire avec ta culture Wendat, par exemple, en ce qui concerne la quête spirituelle ou... Oui, ben exact. Il y a un lien que j'ai fait dernièrement. En plus, j'ai suivi des cours de langue à Wendake, au centre de formation de main-d'œuvre. Je salue Marcel Godbout d'ailleurs, très bon professeur. Mhm. J'ai réalisé à ce moment-là que je faisais partie du clan des loups, donc Yaranis, quoi. Et puis, le clan des loups c'était des gens protecteurs, en fait. C'était des gens qui faisaient valoir la vérité, la justice, qui défendaient le pauvre, la veuve, l'orphelin ou les gens qui étaient dans la capacité de se défendre. C'était des gens qui prenaient les devants d'eux pour la sécurité de leur nation aussi. Puis, ben, en fait, après avoir découvert ça, j'ai réalisé un peu pour quelles raisons j'écrivais tous ces types de messages-là. Donc, tous ces types de messages-là rejoignent en fait le Wendat que je suis, puis je pense que c'est une des dernières vies que j'ai vécues. Mais c'est dur d'en prendre conscience, c'est dur de réaliser, puis c'est dur aussi d'avoir des images claires de ça. Mhm. C'est flou, mais je le sais que dans moi, ça résonne. Justement, dernièrement, j'ai commencé à inventer des chants traditionnels avec des onomatopées. Et puis, je me rends compte que je l'avais en moi, puis j'ai commencé dernièrement, là. Donc,
Non, c'est ça, c'est vraiment moi, puis ça s'extériorise, puis ça se lit aussi à travers les lignes de mes messages. Oui, parce que votre dernier album, le tome 3, L'Accomplissement, qui est Ouais. sorti au printemps, je présume que ça doit avoir un lien avec votre démarche artistique aussi. Exactement, ben c'est la même chose. Je pense que quand tu travailles dans la musique ou tu es un artiste, premièrement, un artiste devient un artiste le jour où il a compris que le message et ce qu'il véhicule est plus grand que l'artiste lui-même. Et c'est ce qui fait en sorte qu'un artiste devient un artiste à ce moment-là pour moi. Mais le tome 3, l'accomplissement, c'était marche par marche. Donc, j'ai commencé avec Porteur de message. J'avais plein de messages que je voulais livrer. J'ai sorti 21 chansons. La preuve en est avec le nombre. Mhm. Et puis par la suite, j'ai eu la naissance de mon fils. J'ai pris un an sabbatique et je me suis remis à l'écriture avec un concept de 3 tomes. Donc, c'était déjà établi que je parlerais de Renaissance. Et j'étais déjà en période de Renaissance à ce moment-là, en 2016. J'ai sorti l'album Renaissance en 2017. Puis, il y a eu un l'entre-deux-tomes, là, un trois quarts, là, qui était un pont, si tu veux, entre le tome 1 et le tome 2. Le tome 2, l'expérience, puis le tome 3, l'accomplissement. Fait que ça reflète bien le parcours musical pour s'accomplir, mais aussi personnel, parce Mhm. que j'ai eu beaucoup de travail sur moi à travers cet album-là, tu sais. Je veux dire, quand on écrit des textes aussi profonds ou aussi axés sur l'introspection, ben, Mhm. ça nous permet d'avoir des clés des fois ou des éclairs de génie qui font ah, il faut que je change ça. Et puis Mhm. ça, là, ça, c'est pas moi d'être comme ça. Je veux pas être comme ça, je veux changer ça. Puis d'être une meilleure personne finalement, jour après jour. Fait que c'est ça que ça fait pour moi, la musique. Oui, oui, parce qu'on sent vraiment que c'est une introspection. Il y a vraiment vous mettez vraiment vos tripes là, sur l'album, là. On le sent, on le voit bien. Oui, il y a une connexion, effectivement. Puis je sais que c'est moi qui tiens la plume, mais je sais que les messages viennent pas. Mais ça fait longtemps que vous exercez votre métier, votre art, avant que vous sortiez votre album en 2015-2016? En fait, j'ai commencé, clairement, j'ai toujours écrit. Dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé à écrire parce que, bon, j'ai une situation familiale particulière. J'avais besoin d'extérioriser des choses puis de mettre sur papier des choses. Donc, c'était des poèmes. Puis, par la suite, j'ai été placé en protection de la famille au Centre jeunesse de Québec. Puis, j'ai développé mon poème plus axé sur le rap pour dénoncer puis pour aussi extérioriser la colère puis l'injustice que je vivais d'être enfermé alors que je n'étais pas un criminel. Non, c'est sûr que... Ouais. Votre instrument de musique, ce serait les mots. Ce serait les mots, ce serait Ouais, mon l'écriture. instrument de musique, exactement. C'est les mots, c'est les rimes, mais c'est pas juste de faire rimer non plus. J'aime beaucoup aller chercher les assonances, les figures de style, aller en profondeur dans les métaphores, faire en sorte que les lignes que tu lis, tu peux t'en faire une certaine image aussi dans ta tête. Ouais, c'est c'est ça. Il y a plusieurs thèmes qui reviennent dans vos chansons. Ouais. Donc, on a la parentalité, l'espoir, l'amour, le succès, la résilience. Ouais. Ça, c'est sûr que j'ai noté. Euh, quel thème de votre vie vous inspire, justement? Quel thème ou quels événements de votre vie vous inspirent à faire tout ça? Tout à l'heure, vous avez parlé justement de la naissance de votre fils, votre renaissance, mais Hum. justement, là, pour le dernier album, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ouais, ben, répète la question, je suis pas sûr de Oui, oui. capter. Ben, dans le fond, c'est les thèmes puis les événements que vous utilisez pour vous inspirer dans votre dernier Oui, c'est album, sûr, L'Accomplissement, c'est... c'est sûr. Ouais, ce qui m'a beaucoup inspiré à l'époque, c'était les blessures, c'était les guérisons, c'était la renaissance, c'était de tomber, de me relever, de mettre un genou à terre, pas deux, de me relever. Puis après ça, quand mon fils est venu au monde, il a fallu que je fasse comment je pourrais dire ça, une certaine rétrospective de qu'est-ce que je voulais faire artistiquement parlant, puis quel message je voulais livrer aussi pour la jeunesse, parce que on se le cachera pas que malheureusement, dans le rap, les messages sont pas nécessairement toujours bons pour la jeunesse, mais je veux dire, à quelque part, tout le monde y trouve son sens, puis c'est correct aussi, ça en prend de la différence, puis de la différence de culture aussi. Mais le fait est que quand mon fils est venu au monde, je me suis dit quel genre de message j'aimerais livrer, tu sais, pour mon fils, mais que je sois parti, ou quel genre d'image il va avoir de moi, puis ça, pour moi, c'est important.
Puis, pas d'être aimé, mais peut-être qu'il capte des choses avant de les vivre, tu sais, puis qu'il fasse les mauvais choix comme j'ai fait. Mais ça m'inspire beaucoup. La jeunesse autochtone aussi m'inspire beaucoup. Je sais que c'est pas facile dans les communautés, tu sais, pour avoir fait des spectacles, puis avoir côtoyé les gens, puis avoir entendu aussi. Je sais que c'est pas facile, mais on est là, puis il faut se soutenir, puis être ensemble. Moi, ça m'inspire beaucoup. De se rassembler m'inspire beaucoup. Euh, c'est ça. Dans le fond, c'est un legs que vous laissez en héritage pour les prochaines générations et plus spécifiquement Exact. votre propre enfant. Euh, Vous parlez justement de vos voyages en communauté. Est-ce que le fait de voir un spectacle de vous rencontrer, pensez-vous que ça inspire des jeunes à aller vers la musique aussi, que ce soit rap ou un autre style? Ben, c'est sûr et certain, parce que je pense que les jeunes se rattachent beaucoup au rap dans les communautés parce que c'est ce qui les rejoint le plus, tu sais, c'est ce qu'ils vivent, puis on se le cachera pas, tu sais, je veux dire, c'est pas facile pour eux, puis ils n'ont pas nécessairement de modèle, puis des fois, ben, on choisit pas nécessairement le meilleur modèle, puis des fois, on fait des belles rencontres, puis des fois, la vie nous parle, même si on l'entend pas, des fois, la vie nous parle, puis il arrive un événement, puis là, oups, j'apparais. Et puis, il y a un spectacle, puis là, je rencontre les gens après le spectacle qui se rendent compte que je suis accessible. Puis, ben oui, je suis accessible, certainement. C'est toi qui me fais vivre un moment incroyable. J'espère bien que je veux te rencontrer, tu sais. Puis les gens sont comme, ah, ben non, c'est moi qui ai vécu. Non, non, non. Ben, gars, on l'a vécu ensemble, tu sais. Pour moi, c'est Hmm. important, ça. Puis les gens viennent échanger avec moi, puis ils me posent des questions un peu sur la spiritualité, sur ma philosophie. Je me rappelle du Prêtre Ali en 2022, la première fois que je suis allé à Inunikamu, à cette île, je l'ai Oui. rencontré. Ouais, ben, je l'ai rencontré, puis Qui ça? il- le Prêtre Ali, en fait, c'était le frère Ali. OK. Oui, oui, Euh, oui, qui est membre de la communauté, là, c'est un membre important pour ceux qui pratiquent cette religion-là, oui. Exactement. Donc, et puis, il est venu à mon spectacle. Mon spectacle s'était donné sur le Mixbus à Oui. Maniotena. Et puis, mais pendant le spectacle, il y avait Shawit, Scorpion Picard, les feux d'artifice. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde. En fait, il y avait très peu. Il y en avait 6 7. Mais il y avait le prêtre Ali qui avait promis d'être là. Puis, chose due, promesse tenue, j'ai chanté un petit Alléluia live, improvisé. Il était vraiment, je pense il était abasourdi du message que je livrais. Puis, c'est à ce moment-là que le message s'est promené un peu dans la communauté. Fait que c'est le genre de vibe que j'apporte, c'est le genre de rencontre que je fais. J'aime ça, rencontrer les gens, échanger avec eux. J'aime aussi les écouter, c'est important. J'ai envie de connaître les gens aussi, tu sais, qui écoutent ma musique. Parce que ça me touche. J'ai Fait l'impression que que, les tu sais, relations humaines sont importantes pour toi, puis j'imagine que ça te nourrit au niveau de l'écriture. oui, exactement. Puis je suis un gars hyper sensible aussi, fait que c'est facile pour moi de ressentir les émotions des gens. Puis des fois aussi, je les vis. Ça, c'est pas toujours facile. Mais oui, de ce côté-là, c'est sûr que ça m'inspire. Tu sais, des fois, c'est pas juste des souffrances aussi. Des fois, des fois, j'ai souvent des beaux moments. Puis ces beaux moments-là, je tente à les exprimer. D'ailleurs, on le voit dans les albums, dans l'évolution des albums. Il y a de plus en plus de lumière. On voit que je sors des abysses pour aller vers l'immersion, finalement. Fait Parce que, que le rap, en général, c'est de la musique où est-ce qu'on va parler plutôt de problématiques. C'est rare qu'on va parler qu'on gambaде dans les prés et que tout va bien, là. En général, le ouais, c'est contexte des ça. chansons de rap, c'est pour décrier quelque chose, une Exact. situation, une injustice. Euh, on va écouter un extrait, mais avant qu'on parte pour l'extrait, j'aimerais quand même que vous nous parliez. Moi, j'ai choisi la chanson que j'ai préférée sur votre dernier album, c'est En toi. Elle m'a beaucoup touchée. Il y a des sonorités aussi très rap là, qui me rappelaient un peu des vibes de Wu-Tang Clan, un peu. Là, j'ai beaucoup aimé cette pièce-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? C'est quoi le thème de cette chanson-là? De quoi elle parle? Ouais, la chanson en toi, elle parle que la journée où, en fait, si je peux la résumer en 3 4 lignes, là, la journée où tu vas ouvrir ton cœur pour faire confiance à la vie puis écouter ce qu'elle a à te dire, ta vie va changer du tout au tout. Tu vas voir de la lumière partout, même quand il va y avoir des problèmes. Je le dis, l'émotion monte parce que
c'est une chanson qui était importante pour moi parce que c'était une des Mhm. premières de l'album. Cet album-là n'a pas été facile à construire parce que je voulais aller rejoindre plus de gens. Cette chanson-là était profonde et marquante parce que elle fait partie intégrante de mon parcours. Tout y est intégré, la partie rap, la partie old school de l'époque, comme tu dis, Wu-Tang. Je dirais même aussi I Am Oui. de France, avec un violon puis un sample à l'antique, à l'ancienne finalement. Vraiment des années 90, même avant 2000, là, dans les années 2000, ça avait déjà quand même changé. Puis je voulais amener aussi une vibe nouvelle avec l'écriture, les paroles, puis la voix, puis l'enregistrement vocal. Je voulais amener une vibe qui était plus new age qu'aujourd'hui. Puis on a mélangé ça aussi avec des tambours, des bass drums un peu qui rappellent la sonorité des tambours Wendat. C'est ça, j'ai essayé d'aller rejoindre beaucoup de gens sur cet album-là quand je disais qu'il était difficile parce que j'ai touché au rap country. J'avais jamais fait ça. J'ai fait Mhm. une collaboration avec le grand Gator Beaulieu, Chanteur Anishinaabe, country. ouais, chanteur country. Après, tu sais, je veux dire, pour moi, c'était incroyable de faire une chanson country. Moi, le seul country que j'ai écouté dans ma vie, c'est ce qu'on écoutait au Québec dans les années 90, là. Faut oublier que Les René c'était- Martel et les Darèche de ce monde. Simonac, ouais, ça ressemble pas mal à ça. C'était le Billy Cyrus, puis un peu d'américain. Mon père était quand même cultivé, je dirais, mais ouais, puis tu sais, le reggae, j'avais, à part Bob Marley aussi, j'ai jamais vraiment été, mais j'ai été dans le reggae sur l'album. Oui. J'ai encore été dans le piano-voix parce que j'adore le slam, j'adore poser ma voix grave sur un piano. J'ai l'impression que ça se marie bien, Mhm. puis que le message passe. C'est que c'est ça, cet album-là, il était vraiment du tout au tout. Je voulais aller rejoindre tout le monde. Le seul truc qu'il n'y avait pas, puis j'en voulais pas, c'était du rap un peu plus hardcore ou metal. Je laisse ça à d'autres. Je laisse ça aux autres. Ouais. Peut-être dans le futur, dépendamment des émotions Oh non, que... non, Même pas. non, même pas. Même pas. Faut toujours s'adoucir, faut faire le point, faut prendre un pas de recul, faut prendre ça relax, puis c'est là qu'on écrit plus posé, puis qu'au lieu que ce soit la colère sorte, ben c'est le sens, c'est la conscience, c'est le sens positif finalement. Oui, c'est important de toujours travailler sur soi, ça, je suis bien d'accord. Exact. Dan l'Initié, si notre audience voudrait vous suivre, est-ce que vous avez des spectacles qui s'en viennent? Est-ce que vous avez des pages de réseaux sociaux, un site Internet? Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre? Sur Facebook, sur Instagram, dans l'initié, tout simplement, vous tapez ça dans la barre de recherche, vous allez me trouver. Même chose pour YouTube, Spotify, Breezer, Apple, iTunes. Je suis pas mal sur toutes les plateformes, finalement. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous si vous m'écrivez en privé ou en public. Venez vous joindre à la grande famille. Moi, présentement, j'ai un spectacle, j'ai un offre de spectacle qui s'appelle le Yaraniskwa, donc le hurlement du loup. Mhm. C'est comme ça que je l'ai appelé parce que c'est un peu ça aussi. Étant le loup, ben, c'est ce que j'essaie de véhiculer à travers le spectacle avec une formule danseuse traditionnelle, un percussionniste, un pianiste et un DJ. Donc, c'est quand même une version full band. Donc, à vie à tous les festivals. J'ai fait des embauches en discussion, j'en pour parler, mais Ouais, c'est toujours la rien de saison signé. là, Donc, où est-ce qu'on envoie des propositions. ouais, Là, donc, exactement. Donc, ça sera à surveiller. Donc, si vous voulez suivre les détails, suivez ma page Facebook ou ma page Instagram. Dan l'Initié, un gros merci. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. C'était un plaisir de découvrir votre univers, de découvrir votre Wow, non. musique. Donc, Tiens, uh-huh. qu'à vous. Oui, Tiens, qu'à vous Jusqu'à pour maintenant. l'invitation. ça Puis, fait un plaisir. vous avez vraiment été en profondeur. J'ai vraiment aimé mon expérience, sincèrement. Puis, longue vie à votre émission. Continuez ça. Jusqu'à maintenant, merci beaucoup. Dan. Miigwech, merci beaucoup. Tiawink. Niaut. Bye bye. Alors, on va poursuivre avec la fameuse chanson En toi de Dan l'Initié. Promise that one day everything will be alright. Let me tell you about my life. Promise that one day everything will be alright. Let me tell you about my life. Promise that one day everything will be alright. Let me tell you about my life. Promise that one day everything will be alright. Ouais, j'avoue, il en fallait une comme celle-ci. Une prod douce remplie de love avec des paroles incisives. Je suis revenu
venu pour te bercer l'âme, pour te faire voyager l'esprit et non faire verser des larmes. Parce que si l'on reste ici, c'est sûr qu'on restera pris. Que ceux qui m'aiment me suivent, je vous promets que tous on restera libres. Il faut qu'on serre les coudes et que l'on reste unis. C'est ensemble qu'on changera les choses pour sauver les vies. Il faut améliorer le futur de nos enfants, c'est impératif. N'entends-tu pas la terre qui souffre parce qu'on la sèche et la déracine? Si l'homme ne peut apprendre de ses erreurs, dis-moi, comment peut-il en percevoir les signes? La vie nous parle mais on ne l'entend pas. Elle nous guide sur un chemin qu'on ne s'attend pas. Ceux qui captent mon message auront des frissons sur les bras. Je rappe l'amour et ça se ressent dans chaque cœur qui bat. Tout est en toi, cherche et tu trouveras. L'espoir fait vivre et le rêve te nourrira. Quand tu seras prêt à voir avec les yeux du cœur, sache qu'il s'ouvrira. La paix est à portée d'âme pour ceux qui veulent y croire. Tout est en toi, cherche et tu trouveras. L'espoir fait vivre et le rêve te nourrira. Quand tu seras prêt à voir avec les yeux du cœur, sache qu'il s'ouvrira. La paix est à portée d'âme pour ceux qui veulent y croire. Je me rends compte des énergies, des forces qui nous entourent. Je leur parle, ils me répondent à leur tour. C'est à nous que revient la tâche d'être meilleur jour après jour. Pour grandir dans l'âme, il faut d'abord renaître dans l'amour. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai compris. Sinon j'aurais déjà passé plusieurs jours de lançon pris. Dieu merci, j'ai connu l'amour, j'ai la chance d'être père. Jusqu'ici c'est ma plus belle expérience sur terre. C'est vrai que ça change une vie, mais crois-moi que c'est pour le mieux. Puis si tu me crois pas, regarde l'amour que j'ai dans les yeux. Matt, sache que je t'aimerai toujours, même du haut des cieux. Parce que chaque combat me rapproche un peu plus des dieux. C'est ainsi qu'on suit le chemin pour s'accomplir. C'est en se tendant la main, en se donnant de l'amour qu'il faut vivre. Les hommes ne se réincarnent pas pour rien. Au final, je vous rappelle, c'est la lumière qu'il faut suivre. Tout est en toi, cherche et tu trouveras. L'espoir fait vivre et le rêve te nourrira. Quand tu seras prêt à voir avec les yeux du cœur, sache qu'il s'ouvrira. La paix est à portée d'âme pour ceux qui veulent y croire. Tout est en toi, cherche et tu trouveras. L'espoir fait vivre et le rêve te nourrira. Quand tu seras prêt à voir avec les yeux du cœur, sache qu'il s'ouvrira. La paix est à portée d'âme pour ceux qui veulent y croire. Alors, c'était En toi de Dan L'Initié, notre invité précédent. Alors, maintenant, Sylvestre, on va parler un petit peu d'actualité. Oui. Il y a quelqu'un qui s'appelle... Brian Paré? Brian Paré Veilleux. Cette personne-là se réclame lui-même comme étant Mohawk de sang Haudenosaunee Warrior Society, qu'on peut voir sur sa page Facebook. Mm-hmm. Il y en a qui disent que ses origines seraient peut-être questionnables. D'ailleurs, le Devoir l'interpelle en tant qu'un Québécois. Oui, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que Brian Paré, dans le fond, a plaidé coupable à 13 chefs d'accusation d'incendie criminel et à un chef d'accusation d'incendie criminel avec mépris de la vie humaine. C'est ce qui se passait au palais de justice de Chibougamau. Et c'était d'actualité, hein? C'est au cours de cet été où justement il y avait question beaucoup de feux, disons, douteux. Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que cette personne-là, spécifiquement Brian Paré, sur sa page Facebook, il publiait régulièrement des articles sur les incendies de forêt, y compris des affirmations selon lesquelles les incendies avaient été délibérément allumés par le gouvernement pour tromper les gens et leur faire croire au changement climatique. Et ces publications-là, Facebook, ont fait partie des preuves qui ont mené la police à lui. Donc ça, c'est les idéologies que cette personne-là avait, et donc c'est lui-même qui partait les 10 feux, qui disait que c'était le gouvernement qui faisait ces feux-là. En fait, dans les incidents qui ont été déclenchés, on parle de ceux qui sont à proximité de la communauté de Chapet, qui est environ à 425 km au nord de Québec. Et ça a forcé l'évacuation des 500 résidences de Chapet aussi. On parle du 31 mai, et les résidents ont pu retourner chez eux seulement le 3 juin. L'incendie du lac Cavan, qui est le plus important que M. Paré a déclenché,
a brûlé près de 873 hectares de forêt. C'est pas rien, hein? C'est pas rien. Ça, c'est même aussi, c'était en proximité de ma communauté, Waswanipi, dans la baie James, Ojibougumo, Chibougamau ont tous été affectés par les actions de cet homme-là. Quelques-uns ont été même évacués, j'imagine? Oui, nous autres, en fait, il y avait eu des évacuations préventives là, pour ceux qui étaient avec des risques de santé importants, donc les asthmatiques, les aînés, etc. Donc, ça a vraiment eu une influence majeure. Là. Moi, je faisais du FaceTime avec mon cousin là-bas, puis il ne pouvait pas sortir à l'extérieur. Là. Nous autres, à Montréal, qu'on a eu la pire journée, là, où est-ce qu'on l'air était vraiment toxique dehors, ben eux autres, ça a été pendant plusieurs semaines, en fait. Donc, on est content que la personne ait été trouvée et qu'il y ait un coupable de trouver parce qu'on souhaite vraiment que ça ne se reproduise pas. Il y a des camps de chasse qui ont été perdus et on sait que ça, c'est vraiment inhéritant à notre vie culturelle et traditionnelle. Rapidement, parce que l'émission termine bientôt, on ne peut pas ne pas parler de l'entente, quand même, un accord historique avec la Fédération des clubs des motoneigistes du Québec et la communauté algonquine de Lac-Simon. Donc, ils ont signé une première entente écrite quant à l'utilisation des sentiers de motoneige dans la région. Donc, les sentiers souvent se retrouvent en territoire autochtone non cédé. Donc, ça a été négocié depuis 2021 et ça va permettre une meilleure harmonisation entre les Autochtones et les Allochtones. Avant, il y avait un accord qui était seulement verbal, mais selon Lucien Wabanonik, il disait que ça ne permettait pas de prévenir certains conflits. Donc, tout le monde est très satisfait, même M. Mario Poirier, l'administrateur de la Fédération du Club des motoneigistes du Québec, était aussi satisfait de ça. Donc, toi, Sylvestre, des accords comme ça, tu penses que ça peut aller de l'avant pour d'autres territoires? Ça peut certainement aider dans la collaboration entre les Allochtones et les Autochtones qui, souvent, il y a quand même eu des conflits. Si je regarde au niveau de ma communauté de Pessamit, il y a eu quand même des conflits au niveau des motoneigistes allochtones puis la population de Pessamit, où il y avait comme des allégations de vol ou de vandalisme au niveau des chalets qui se trouvaient aux abords de la route, la route blanche, comme on appelle ici, là, soit la route des motoneiges. Là. Donc oui, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les peuples autochtones puis les allochtones dans ce vouloir d'être partenaires. Deux bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle pour commencer l'émission, puis une bonne nouvelle pour terminer l'émission. Exactement. C'est de bon augure pour le futur, puis on va continuer à regarder ces dossiers-là. Il ne peut pas avoir seulement que de mauvaises nouvelles dans l'actualité. Sylvestre Déterre, c'était un plaisir de co-animer avec toi cette semaine. À la recherche, bien sûr, on avait Sylvestre Déterre, Claire Guérin, et à la mise en onde, on a Mathieu. Alors, ici Sophie-Claude Miller, Coué. Sylvestre Déterre. Et merci beaucoup. À la semaine prochaine.